En fait, par rapport à cette reddition, à notre niveau, d'abord, c'est quelque chose à saluer, parce que cela vient répondre à l'appel du premier citoyen du pays, le chef de l'État, parce que son souhait serait de voir tous les groupes armés se démobiliser. Il souhaiterait qu'il y ait un désarmement. Alors, quand il y a déjà des citoyens qui manifestent la volonté comme ça, c'est quelque chose à saluer. Mais néanmoins, à notre niveau, il y a des défis, parce que ce n'est pas sa première reddition. Et on ne doit pas aller, parce qu'il y a un adage qui dit que qui n'avance pas recule. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chaque fois enregistrer des redditions qu'on ne sait pas capitaliser au niveau du gouvernement. C'est le cas, par exemple, il y a d'autres combattants qui s'étaient rendus et qui sont à Mubambiro. Il y a d'autres qui sont dans un centre à Walikale. Le fait qu'il n'y a pas un encadrement efficace fait à ce qu'il y ait toujours marche arrière. Au lieu qu'on puisse avancer, on ne fait que reculer. Et ça, ce sont des moyens qui sont perdus comme ça, sans aucun résultat. Donc, à notre niveau, il ne faut pas qu'on se limite chaque fois à dire que non, tel s'est rendu, alors qu'il n'y a pas un mécanisme pour se rassurer qu'il ne va plus rentrer dans la brousse. Parce que c'est le cas. Quelqu'un peut se rendre aujourd'hui, après quelques mois, il y a encore une autre information selon laquelle bon, il a encore gagné sa bercaille. Et ça n'avance pas, donc le pays n'avance pas, on ne fait que faire une marche sur place. Au niveau de la société civile, nous avons toujours recommandé qu'il y ait un bon mécanisme de gestion du programme DDR. Parce que tant que le programme DDR pose encore des problèmes, l'insécurité ne prendra jamais fin. Et il ne faut pas que les histoires de reddition deviennent comme un business, c'est-à-dire que quelqu'un sera aujourd'hui, demain il regagne son fief, sa brousse, et donc c'est le cercle vicieux. Au lieu qu'on avance, on ne fait que reculer. Donc ce que nous recommandons, c'est de capitaliser cette reddition pour que les éléments qui se sont rendus ne puissent plus rentrer en brousse. Mais au même moment, la reddition ne doit pas prendre un caractère discriminatoire. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui arrivent, qui sont accueillis au niveau du gouvernorat, mais lorsque les autres veulent se rendre, ils n'ont même pas la porte ou toquer pour être reçus. Et donc, on doit traiter tout le monde au même pied d'égalité et se rassurer que ce qu'on est en train de faire, on le fait avec efficacité, de telle sorte que les gens qui se rendent, les rebelles qui se rendent, ne peuvent plus avoir le goût de rentrer en brousse. Nous avons vécu la situation au Katanga avec GDO. Donc il était déjà en pleine ville, mais après quelques jours, il s'est volatilisé. Et personne, jusqu'à présent, on se demande, il avait passé où? Parce que dans la ville, il y avait déjà des bouclages, toutes les entrées, les sorties étaient déjà bien surveillées. Et donc ce sont des problèmes au pays et les autorités doivent tout faire pour qu'il y ait plus de sérieux dans la gestion de la question liée aux groupes armés, et parce qu'on n'aura jamais la paix tant qu'il y a chaque fois des redditions, des rebondissements, donc quelqu'un arrive, il retourne, il arrive, il retourne, donc ça devient comme un jeu. Voilà. Donc à notre niveau, on est d'abord satisfait, mais il faut que les autorités puissent prendre au sérieux cette question. Mais Président, à qui incombe la faute lorsque, c'est vrai, le président Félix a lancé le message demandant appel à tous ces groupes armés qui pilient encore sur les sols congolais, qui se trouvent dans la brousse, de venir déposer les armes. On a vu l'engouement vraiment de certains groupes armés qui ont suivi ces messages et qui ont déposé leurs armes. Mais aujourd'hui, quand ils arrivent, quand ils déposent les armes, nous attendons après quelques mois, après quelques semaines, ces mêmes groupes armés retournent encore dans la brousse.
à qui incombe la faute ou bien la responsabilité? Oui, la responsabilité revient toujours au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit tout mettre en œuvre en termes de moyens, sur le plan logistique, sur le plan financier, pour que les gens, les rebelles qui se rendent, puissent se retrouver dans de meilleures conditions, contrairement aux conditions dans lesquelles ils se retrouvaient en brousse. Parce que chaque fois, quand on les met dans des centres de cantonnement, en tout cas, ils se plaignent de la famine, ils se plaignent du mauvais traitement, et il y a même certains qui se disent, mais pourquoi nous avons abandonné la brousse alors que là où on nous a amenés aussi, il n'y a aucune garantie, aucune assurance. C'est-à-dire, à notre niveau, on ne souhaiterait plus d'ailleurs que tous les gens qui quittent les groupes armés puissent être déversés dans l'armée congolaise sans subir des formations, parce qu'ils doivent être recyclés. On doit laver leur cerveau pour qu'ils ne puissent pas intégrer l'armée avec la même mentalité qu'ils avaient quand ils étaient en brousse. Alors, tous ces aspects-là, tant que ce n'est pas bien planifié, tant que ce n'est pas... il n'y a pas de moyens, suffisants pour prendre en charge ces gens, en tout cas, on ne fera que vivre les marches arrière. Dernière question, Monsieur le Président. Vous êtes côté société civile, vous êtes côté peuple. Est-ce que peut-on dire qu'il y a certaines autorités qui joueraient, s'il faut le dire dans ce sens-là, le jeu de l'ennemi? Bon, ça ne peut pas être exclu parce que dans notre pays, vous savez, on traverse des situations très complexes où quelqu'un peut vouloir se taper une force derrière lui, et qu'il trouve que c'est au sein d'un groupe armé où il peut avoir cette force-là. En tout cas, il peut y avoir ceux-là qui peuvent se dire, bon, moi je vais utiliser telle force armée pour qu'il soit de mon côté. Et donc ce n'est pas exclu, mais à notre niveau, il faudrait qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour se rassurer ce qui appuie les groupes armés. Parce que si vous voyez la manière dont ils sont équipés, en munitions, en tenue, et ils sont même en bonne santé plus que certains militaires de FARDC. Alors, il y a lieu de se poser des questions, mais qui peuvent être ou qui seraient derrière ces groupes armés? Donc, ils ne sont pas dans la brousse seulement à cause sans aucun appui, parce que celui qui n'a pas d'appui ne peut pas être en bonne mine, comme on le voit sur des photos. Et leurs équipements, munitions et antennes. Donc, peut-être ils sont là en train de serrer, peut-être en train de piller les minéraux. Bon, même s'ils pillaient les minéraux, il faut se poser la question où est-ce qu'ils passent avec ces minéraux pour atteindre les marchés. Donc c'est aussi une autre question qui peut nous ramener à cette même réponse. Donc, parce qu'il y a des frontières, il y a des barrières partout. Alors, s'ils exploiteraient, par exemple, les minéraux, ou même il y a ceux qui exploiteraient les braises dans le parc national de Virunga, mais est-ce qu'ils ont la possibilité de venir vendre leurs minéraux ou leurs braises dans les grands centres de consommation? La réponse est NON. Donc, en tout cas, il n'y a aucun doute qu'il y aurait ceux-là qui utiliseraient nos gènes, mais malheureusement, on les utilise mal parce que dans l'avenir, au niveau de la société, quand on commet beaucoup de violations des droits de l'homme, et même si on serait réintégré, il faut du temps pour qu'il puisse s'habituer à cette population qu'il était en train de tracasser, de traquer et consorts. Merci, Président, de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci beaucoup. Et oui, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que les groupes armés en République démocratique du Congo ont commencé à déposer les armes. Cela est devenu vraiment l'habitude. Lorsqu'on observe des groupes armés venir déposer les armes, venir se rendre auprès de la MONUSCO, mais aussi auprès des autorités congolaises, mais il y a une inquiétude parce que cela ne persiste pas. La plupart des groupes armés, ils viennent déposer les armes, mais après quelques années, on les retrouve encore dans la brousse.
Et on ne sait pas pourquoi les autorités ne parviennent pas à les contrôler. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on comprend que la situation dans laquelle ces gens sont encadrés, et vraiment, ce n'est pas une situation, une bonne situation. Et voilà pourquoi, lorsqu'ils s'attendent avec les autorités, il y a des accords, il y a des préalables qu'ils font avec les autorités pour leur réduction. Mais lorsqu'ils ils ont rendu les armes, ils sont dans l'armée loyaliste, ils comprennent que l'État congolais ne respecte pas certaines conditions. Ces gens-là décident de revenir dans la brousse, de prendre les armes pour encore faire la rébellion contre la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous constatons que c'est une faiblesse grave dans les fiefs des autorités congolaises, dans l'encadrement des militaires. On a vu il y a maintenant quelques mois, il y a maintenant plusieurs années, des mobilisés qui manifestent chaque jour devant les bureaux des autorités pour dire qu'ils sont mal encadrés, et ils ne reçoivent pas les matériels, mais aussi l'argent pour leur réinsertion sociale. Et donc on comprend que c'est une mauvaise foi de la part des autorités. Et voilà pourquoi nous on peut juste rappeler aux autorités que c'est une chose, c'est qu'une question cruciale. Ils doivent régler ça avec intelligence, mais aussi avec plusieurs stratégies pour pérenniser cette situation-là. Parce que lorsqu'il y a un groupe armé qui décide de quitter la brousse et se rendre pour la paix et la cohésion sociale avec l'État congolais. Et donc, si ces gens sont bien encadrés, cela va encourager aussi les autres groupes armés qui sont dans la brousse de venir déposer aussi les armes. Mais lorsque ces gens sont mal encadrés, et ces gens sont maltraités, ces gens sont délaissés dans la société congolaise, il y a les groupes armés qui peut-être peuvent avoir envie de déposer les armes, mais ne peuvent pas emboîter les pas parce qu'ils comprennent que l'État est en train de manipuler ces gens pour qu'ils déposent les armes avec des promesses qu'ils sont incapables de réaliser. Voilà pourquoi nous, on demande à l'État congolais de faire quoi? De tout faire pour régler urgemment cette question, parce que ça ne vaut pas la peine d'appeler les gens et de leur promettre des choses que vous êtes incapables de réaliser. Mais parlons de cette actualité. On a vu que le chef de l'État, Félix, a pris les pouvoirs. Il a lancé le message à tous les groupes armés qui étaient encore actifs sur les sols congolais de se rendre et déposer notamment les armes. On a vu l'engouement vraiment de quelques groupes qui se sont rendus au FRDC. Mais aujourd'hui, ça se voit, on parle par exemple les cas de Moubambiro, où ces éléments, entre guillemets, alors des anciens rebelles, se retrouvaient. Mais les cas commencent à se vider. Et les cas disons les derniers cas, on a vu d'ailleurs les des grands chefs rebelles, Billy Koliko, qui s'étaient rendus avec plus de 300 hommes. Et après quelques mois, après quelques jours passés au camp, il a jugé bon encore de retourner dans la brousse. Est-ce que selon vous, quelqu'un qui s'est déjà rendu, comme il n'est pas seul, au Nord Kivu, l'a suivi, c'est ce cas également au Sud Kivu, quelqu'un qui s'est déjà rendu déposer les armes et puis retourner encore dans la brousse, est-ce que ça n'a pas des inconvénients ou des conséquences alors sur la vie de la population congolaise? Et oui, vous savez, lorsque quelqu'un décide d'abord de prendre l'arme pour aller mener ses propres activités dans la brousse, c'est une mutinerie qui a des conséquences graves dans la vie socio-économique de la population. Ces gens-là vivent des mains de la population-là. C'est la cause même de l'insécurité que la population de la République démocratique du Congo est en train de vivre aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens qui détiennent les armes dans leur maison. Et lorsque ces gens sont amenés par les autorités, ils sont cantonnés. Et après un moment, ils commencent à déserter les camps. Et on ne sait pas s'ils rentrent dans la brousse ou bien s'ils reviennent dans la société. Ils peuvent revenir dans la société pour insécuriser aussi la population. C'est
c'est une autre situation que nous vivons aujourd'hui. On attrape des gens qui viennent des groupes armés, on les retrouve en train de circuler librement dans la ville. Ce sont ces gens-là qui insécurisent la population et qui visitent les familles pendant la nuit parce qu'ils n'ont pas une source de revenus. Et voilà pourquoi nous on peut interpeller le président de la République démocratique du Congo. On ne peut pas attaquer les conséquences, on doit attaquer la cause. Il faut se poser la question, pourquoi ces gens-là prennent les armes contre la République démocratique du Congo? Pourquoi ces gens-là décident d'aller créer des forces, des groupes rebelles pour leur cause propre? Et pourtant, ils seraient des Congolais. Effectivement, nous on comprend qu'il y a plusieurs justifications parce que la première chose, vous savez, aujourd'hui, il y a manque d'encadrement de la jeunesse en République démocratique du Congo. La plupart des jeunes n'ont pas du travail, n'ont pas d'encadrement. Ces jeunes-là, lorsqu'ils ont des promesses de la part des leaders d'ici et là, ils décident de rejoindre les groupes armés parce qu'ils sont ils ne sont pas même encadrés par les autorités. Et l'autre point, c'est parce que il y a l'incapacité des services de sécurité de la République pour assurer la sécurité vraiment des territoires, mais aussi des villes en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi certaines communautés ont décidé de faire quoi? De créer des forces d'autodéfense pour sécuriser leurs milliers. Ce sont les causes de la présence des groupes armés en République démocratique du Congo. Tant que la République n'aura pas l'armée qui sera capable de sécuriser l'intégralité du territoire national, on aura des groupes armés parce que certaines personnes ont décidé de prendre les armes pour s'autoprotéger et d'autres ont décidé de prendre les armes pour chercher de l'argent, chercher une façon de survivre. Et voilà pourquoi l'État doit étudier toutes ces possibilités-là et chercher des méthodes et des mécanismes qui sont efficaces et pour lutter contre d'abord les causes de cette situation et puis les conséquences, ça viendra après. Alors, vous, en tant qu'un acteur de la société civile, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer, surtout aux autorités compétentes? La première chose est que l'État doit créer un environnement pour accueillir ces jeunes-là. Ce sont des jeunes désœuvrés, ce sont des jeunes qui ont vécu dans des environnements qui sont vraiment nourris de violences. Ils doivent être accueillis et être réinsérés dans la société congolaise et accompagnés parce que ça ne sert à rien d'amener quelqu'un dans la société et puis les délaisser. Ça, c'est une méthode qui peut les aider à s'adapter dans la vie courante de la société congolaise. La deuxième chose est que l'État doit définir des mécanismes de protection et des territoires et des villages dans lesquels, des endroits dans lesquels ces groupes armés sont en train d'œuvrer. Parce que la plupart des groupes armés sont en train de se taper la poitrine pour dire, et voilà, ils sont là pour protéger la population de ces milliers-là. Donc tant que l'armée ne sera pas capable, l'armée ne sera pas déployée dans ces milliers-là pour sécuriser totalement la population, on aura toujours affaire à ces groupes armés. Monsieur Manuel, est-ce que ce jeune-là qui prennent les armes contre leur pays sont vraiment des Congolais, voulais-je dire, c'est le vous? Oui, il y a beaucoup de groupes armés nationaux, et ça on ne peut pas les nier. Il y a beaucoup de groupes armés dans lesquels on retrouve des jeunes et des fils de ces pays qui ont décidé de prendre les armes contre leur propre pays. Qui seraient peut-être manipulés par certaines ou bien certains étrangers alors. Manipulés, oui, d'une part, et d'autre part, peut-être sont fatigués de la vie dans laquelle ils sont entrés, ils sont plongés. La plupart, ils sont visités chaque nuit et chaque jour par des groupes armés. Ils sont visités, ils sont insécurisés par des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, mais aussi certaines personnes, certains groupes armés ont vu naissance dans ces pays à partir des incursions des armées étrangères. Lorsqu'on a vu des armées étrangères venir, comme l'armée, comme ici au Rwanda, on a vu des envahissements de la part de l'armée rwandaise. Certaines communautés ont décidé de faire quoi? De se créer des boucliers pour se protéger. Et ils ont créé des groupes armés
pour la protection de leur communauté. Selon vous, il y a certains militaires rwandais qui seraient alors sur les sols congolais? On a vu des alertes de la société civile, même si aujourd'hui l'armée, les autorités sont en train de les nier. Mais la société civile, les gens, la population de certains milieux, ils ont confirmé la présence de certains éléments de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Et on ne sait pas pourquoi les autorités ne veulent pas l'accepter, mais lorsque la population, plus d'une personne, est en train de démontrer clairement qu'il y a des personnes suspectes pour en tenir de l'armée rwandaise et d'autres qui traversent régulièrement la frontière pour venir en République démocratique du Congo, et les autorités sont en train de nier catégoriquement cette situation et on ne sait pas pourquoi. Mais nous avons des affirmations de la part de la société civile, mais aussi de la part de la population qui vit chaque jour certaines situations qui sont liées à l'incursion de ces armées sur le territoire de la RDC. Cela, en tout cas, nous amène à confirmer que c'est probable que nous ayons l'armée rwandaise sur le sol congolais. Merci beaucoup, M. Emmanuel, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Et merci beaucoup et merci à votre média pour l'accompagnement.